Bien, mesdames, messieurs, donc nous allons être rejoints dans quelques instants par Céline Hervieux et par Séverine de Comprignac, mais je vous propose de démarrer nos travaux en faisant voter, en constatant que la majorité des membres est présent, que j'ai reçu le pouvoir de Monsieur Maria, qui nous quittera tout à l'heure au cours du Conseil, mais qui va rapporter dans quelques instants, et qui a donné pouvoir à Madame Chantal Lambert-Burins. Madame Florence de Vara accepte d'être secrétaire de séance et elle sera assistée de Monsieur Riwal, directeur général des services. L'ordre du jour de la séance comprend 29 points. Il nous avait été resoumis le projet DAE 19. Mais pourquoi? Parce qu'il avait été supprimé de l'ordre du jour du Conseil de Paris du mois de juin et reporté à celui de juillet, alors qu'il nous a été soumis une première fois pour avis. Nous l'avions voté. Donc l'avis du Conseil d'arrondissement du mois dernier restant valable, il est retiré. Il était retiré de l'ordre du jour. Je le dis puisque c'est une mécanique complexe que je ne maîtrise pas, mais que maîtrise la Direction générale des services. Donc il y a entrée, sortie, first in, first out pour les spécialistes des stocks, et donc ça fonctionne à peu près de la même façon sur le système informatique géré par le secrétariat général du Conseil de Paris. Nous aurons une procédure d'urgence. Alors aussi, on a procédure d'urgence. Pourquoi? Pour intégrer des délibérations. Donc la DAC 46, la DASCO 45 qui vous seront présentées tout à l'heure, la DJS 6. On va délibérer sur chacune d'entre elles. La DJS 76, la DSOL 68 et la DVD 43 ont été intégrées par le biais d'une procédure d'urgence à notre ordre du jour qui comprend donc 29 points, et on aura un vote global sur quelques délibérations générales comme d'habitude qui concernent l'ensemble de la capitale et pas tellement celles du 6e ou qui sont quelquefois un peu complexes à rapporter. Alors, je vous propose de voter l'extrait des délibérations de notre dernière séance, celle du lundi 22 mai 2023. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Je vous propose de démarrer nos travaux et donc nous avons le budget supplémentaire 2023. Je donne la parole à notre collègue Paul Maria. Bonjour mesdames et messieurs, mes chers collègues, bonjour monsieur le maire. Donc nous ouvrons cette séance avec l'adoption du budget supplémentaire 2023 de l'État spécial du 6e arrondissement. Comme vous le savez, c'est un texte qui a déjà été validé en commission, comme chaque année, en application de l'article L 2511-45 du CGCT. Et donc, le budget supplémentaire pour l'année 2023 correspond aux excédents qui ont été constatés, dont nous devons prendre acte en comptabilité. Il se décompose de trois manières: la dotation d'animation locale, la dotation de gestion locale et la dotation d'investissement. Les dépassements pour chacun, enfin en tout cas les budgets supplémentaires qui ont été validés pour chacun de ces postes sont les suivants: 265 170 € et 36 centimes pour la dotation d'animation locale, le budget supplémentaire. 1 788 079 € et 27 centimes pour la dotation de gestion locale en budget supplémentaire. Et enfin, 341 158 € et 52 centimes pour le budget supplémentaire correspondant à la dotation d'investissement. Alors, un mot de la ventilation de ces crédits supplémentaires. Pour la dotation d'animation locale, certaines de ces dépenses correspondent à des travaux urgents qui ont été, donc par définition, qui n'étaient pas prévus pour l'année 2023. Certaines dépenses correspondent à des dépenses d'animation locale et culturelle. Pour la dotation de gestion locale, là, c'est un sujet dont on a déjà eu l'occasion de parler lors de précédents conseils. Il y a un budget très important, près de 800 000 €, qui correspond à l'augmentation des coûts en 2023. Donc le détail vous est transmis dans le dossier, mais il est vrai qu'on a dû faire face à des hausses des coûts dans les collectivités qui étaient très importants en 2023. Et enfin, la dotation d'investissement
Oui. Électricité, fluide, voilà. Gaz. Et enfin, pour la dotation d'investissement, ce que l'on peut relever, c'est un budget supplémentaire de 153 000 euros et 153 715 euros qui sera alloué au conseil de quartier, qui ainsi, si l'on additionne le budget prévisionnel et la dotation supplémentaire et le budget supplémentaire, qui dispose de 203 300 euros pour l'année 2023. Donc je vous remercie pour votre attention, mes chers collègues, et je vous propose de voter favorablement ce budget supplémentaire. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose bien sûr, cet argent, c'est d'argent public, il faut l'utiliser à bon escient et le dépenser pour une meilleure qualité de vie et une action comme celle que nous menons, y compris avec nos conseils de quartier, dans le 6e arrondissement. Donc je vous propose de voter favorablement. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Le budget supplémentaire 2023 est adopté. Alors maintenant, nous allons rentrer dans notre, je dirais, l'examen des délibérations plus classiques, qui ont trait notamment beaucoup, en cette séance du conseil d'arrondissement, beaucoup ont trait à des subventions d'associations ou d'entités ou un certain nombre de conventions qui concernent des équipements du 6e arrondissement. Donc je donne la parole à Monsieur Passlec pour la DDCT 32. Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit pour nous d'accorder une subvention au titre du Fonds d'animation locale pour des associations à vocation sociale. Ces 3 associations sont donc d'abord Montparnasse Rencontre, ensuite le Comité d'action culturelle et sociale et Partage 567, chacune d'entre elles donc touchant 1 000 euros, 6 000 euros et 3 000 euros. Je voulais juste préciser que l'intitulé donné à la page 2 concernant le comité des fêtes et d'actions sociales n'est pas une somme qui est destinée au repas de Nouvel An des personnes âgées, puisque nous ne l'organisons plus, mais comme c'est bien indiqué dans la fiche de présentation qui accompagne le dossier, c'est la distribution de plateaux repas pour les personnes âgées du 6e qui ne peuvent pas se déplacer à l'occasion du Nouvel An, et la participation de l'association à la collecte des jouets pour les orphelins de la police. Donc c'est bien cette fiche de présentation qui est conforme et non pas ce qui est indiqué, puisque ce repas ne peut plus être organisé compte tenu de son coût trop élevé. Je vous demande de bien vouloir donc voter favorablement ces 3 subventions et je vous en remercie. Merci, Monsieur le maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Merci, la subvention est accordée. Et nous passons maintenant au théâtre privé. Voilà, alors effectivement, comme vous le savez certainement, l'Association pour le soutien du théâtre privé à Paris est une association qui regroupe une centaine de théâtres privés, qui est financée par l'État, ministère de la Culture, par la ville de Paris, mais aussi, ce n'est pas indiqué dans l'exposé des motifs, par une taxe de 3,5% prélevée sur chaque billet d'entrée de théâtre. Grâce à quoi donc les théâtres privés peuvent survivre malgré les difficultés et produire des spectacles et participer à la création théâtrale. Là, il s'agit d'un abondement que la ville de Paris accorde aux théâtres privés pour des équipements afin d'améliorer les conditions d'accueil du public, les mises aux normes et l'entretien du patrimoine, et surtout d'effectuer, le cas échéant, des travaux urgents en matière de sécurité et de mise en conformité.
Alors, je vais vite, car bien évidemment, je ne vais pas vous citer tous les théâtres de Paris qui sont concernés, uniquement là où nous sommes concernés pour le 6e arrondissement. Pour le 6e arrondissement, il s'agit du théâtre du Lucernaire, qui va donc obtenir une subvention de 31 276 € pour un équipement concernant la mise aux normes de sécurité et un passage à l'éclairage LED. Et alors, malgré tout, la dépense, je ne sais pas si vous l'avez vu, est très importante, 382 000 €. Mais bon, c'est une subvention importante tout de même, de 31 000 €. Donc, je vous demande de bien vouloir approuver ce projet de subvention. Des demandes de prise de parole. Théâtre du Lucernaire, on essaie de continuer à le soutenir en rappelant qu'il a failli disparaître il y a quelques années, donc c'est important de le soutenir. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Adopté, je vous remercie. Et là, maintenant, nous passons à l'association Photo Saint-Germain-des-Prés. C'est une situation plus difficile, enfin plus difficile quant au vote que nous allons émettre. Alors effectivement, donc ma troisième et dernière intervention, je vous rassure tout de suite, va concerner une association qui s'intitule Photo Saint-Germain-des-Prés. Vous en voyez l'exposé des motifs. Il s'agit au mois de novembre chaque année d'organiser un parcours dans des centres culturels, musées, galeries, librairies, etc., avec un programme de rencontres, de projections, de signatures, avec des artistes, des responsables de collections publiques ou privées, maisons d'édition, graphistes, libraires, critiques, commissaires, il manque que le raton laveur. La direction artistique de ce festival est assumée par Madame Marcadet, et cette année, le festival se tiendra du 2 au 25 novembre, et la subvention est d'un montant de 10 000 €. Je vous ai donc présenté l'exposé des motifs, mais maintenant je vais vous donner une opinion personnelle sur la situation de cette association. Le premier problème qui se pose, c'est que le dernier exercice budgétaire fait apparaître un déficit de pratiquement 26 000 €. Et donc cela pose un réel problème quand on examine attentivement, comme je l'ai fait, les charges et les produits. Déjà, en ce qui concerne les charges, rien que pour l'équipe, c'est-à-dire la directrice et son assistante, nous sommes à un montant qui avoisine les 53 000 €. Donc 53 000 € pour la direction, les stagiaires, etc., ça m'apparaît tout de même un petit peu beaucoup. En plus, on ajoute 8 150 € d'administration, etc. Je vais vite, je vais à l'essentiel, mais dans ce budget, qu'est-ce qui concerne l'animation et la programmation artistique? Eh bien, uniquement 20 000 €. Donc, c'est tout à fait insuffisant. Enfin, je considère que la ville le précise, il n'y a pas de convention qui a été passée entre la ville donnant cette subvention et l'association. Je constate pour terminer que la subvention est augmentée, elle était de 7 000 € les autres années, elle est montée à 10 000 €. Et enfin, il y a, selon moi, une sorte tout de même d'ambiguïté sur le titre. Photo Saint-Germain-des-Prés, non, ça concerne en partie Saint-Germain-des-Prés, mais ça concerne beaucoup plus le 5e, le 7e arrondissement, et dans l'intitulé statutaire de l'association, il parle du quartier de Saint-Germain-des-Prés, du quartier latin. Que je sache, le quartier latin ne se trouve pas dans le 7e arrondissement. Bon, pour toutes ces raisons et pour d'autres raisons, personnellement, je ne voterai pas favorablement pour cette demande de subvention. Oui, je partage l'opinion d'Olivier Passelet, effectivement. Nous avons aidé au début, lorsqu'il s'est créé, l'association Photo Saint-Germain-des-Prés.
Et malheureusement, nos relations n'ont pas pu être poursuivies. Et j'ai appris d'ailleurs qu'à l'intérieur de cette association, il y avait eu des difficultés, que par ailleurs, les relations avec un certain nombre de galeries étaient difficiles, qu'il y avait des demandes de participation financière qui m'ont été rapportées par certaines galeries. Donc, je ferai savoir à Karine Roland, avec lequel nous avons les meilleures relations, qu'il faut être très attentif au fonctionnement de cette association. Je crois que tout le monde est pour la photographie. Le mois de la photo, c'est le mois de novembre. Mais il faut effectivement jamais confondre action culturelle et action personnelle, même si effectivement cette association est dirigée par une personne entreprenante. Voilà. Donc moi je ne voterai pas non plus cette subvention. Après, moi j'attire l'attention de ceux et celles qui ont des relations avec la direction des affaires culturelles pour leur faire remonter l'information. Donc, y a-t-il d'autres demandes de prise de parole, Madame Hervieux? Simplement pour aller dans le sens de ce que vous évoquez, effectivement, pour toutes les raisons qui ont été émises et effectivement le fait qu'on a du mal à avoir une lisibilité très claire justement de l'utilisation de cet argent public. Nous concernant, on va s'abstenir sur le versement de cette subvention et on sera dans un contact avec la DAC effectivement au niveau central pour essayer de mieux comprendre la situation de l'association et si vraiment ça justifie ce montant de subvention. Je vous en remercie. Alors, mesdames et messieurs les conseillers, qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Personne. Donc, oui, c'est bien ça, on est au complet. Oui, c'est donc, ça. la délibération est rejetée. Je vous remercie de votre vote, bien sûr, les uns et les autres. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole à Claude Rip qui va rapporter sur la subvention de fonctionnement à l'EPCC, Maison des pratiques artistiques amateurs. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, donc il m'est demandé de rapporter sur une demande de subvention de fonctionnement de 2 317 500 € en faveur de l'établissement public de coopération culturelle Maison des pratiques artistiques amateurs. Alors, sans entrer dans le détail, je note dans l'exposé des motifs que les statuts de l'établissement Maison des pratiques artistiques amateurs lui fixe pour mission de soutenir, de valoriser et d'encourager la pratique en amateur dans tous les domaines, ce qui est très bien. Et que depuis 2017, la Maison des pratiques artistiques amateurs déploie son activité sur 5 sites, Canopée 1er arrondissement, Saint-Germain 6e arrondissement, Breguet 11e arrondissement, Brousset 14e arrondissement et Saint-Blaise 20e arrondissement. Donc, nous sommes appelés à nous prononcer sur le bien fondé de cette subvention relativement, vous l'avez bien compris, à l'activité du site de Saint-Germain 6e arrondissement. Or, il se trouve que j'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, d'être contacté par quelqu'un qui habite le 6e arrondissement et qui est une dame qui est contrebassiste. Elle répète régulièrement avec d'autres musiciens amateurs sur l'un des sites, le site du passage de la Canopée, relevant de cette PCC. Et comme elle joue de la contrebasse et qu'elle habite rue des Saints-Pères, une contrebasse pour une dame, c'est un peu compliqué, surtout quand il n'y a pas d'ascenseur. Donc elle m'avait contacté pour pouvoir répéter sur le site, c'est bien normal, du 6e arrondissement. J'ai immédiatement relayé cette demande à mon collègue qui est maire adjoint en charge de la culture. Et il m'a tout de suite averti qu'il n'était pas simple d'avoir des contacts avec cette maison des pratiques artistiques amateurs,
Il ne pouvait me donner qu'un numéro de téléphone, mais il m'a bien prévenu que ce numéro de téléphone, qui est le standard, ne répondait jamais et qu'il y avait forte présomption que cette demande ne pourrait pas aboutir faute de trouver des interlocuteurs. Par la suite, j'ai moi-même été un peu surpris, connaissant cette maison et l'auditorium qui est attenant, vous le savez, au conservatoire, de m'apercevoir que finalement, ça correspondait pas à ce qui nous est exposé là dans les motifs de la délibération. Si cet auditorium, dont je ne vais pas raconter l'historique parce que ce serait intéressant, mais c'est ni le moment ni le lieu d'entrer dans les détails, mais c'était quand même un peu compliqué, je crois. Si cet auditorium remplit des fonctions tout à fait normales quand il s'agit de, j'ai moi-même souvent assisté, d'entendre les élèves du conservatoire, qui sont nombreux et qui correspondent tout à fait à ce qui est défini comme étant pratiques amateurs. En revanche, j'ai moi-même testé ce numéro, je suis allé voir et j'ai toujours vu cet établissement fermé. Alors c'est un peu compliqué, sauf certains soirs où, paraît-il, on loue la salle. Alors c'est un petit peu compliqué dans ces conditions de souscrire à ce qui est dit dans les motifs, à savoir que la Maison des pratiques artistiques amateurs déploie son activité sur 5 sites. Si il n'y a pas de doute pour Canopée, premier arrondissement, et j'imagine les autres arrondissements, pour Saint-Germain, c'est pour moi un peu plus flou. Même s'il s'agit bien évidemment d'un flou artistique, vous l'avez bien compris. Alors dans ces conditions, voyant en plus qu'il nous est proposé quand même de voter une subvention qui est assez considérable, 2 317 500 €, dont 1 718 300 € pour la rémunération et charges des personnels permanents. Si on divise par 5, ça voudrait dire qu'il y aurait 343 660 € qui seraient considérés comme affectés à la rémunération des gens qui devraient répondre au téléphone. Donc il y a quand même un flou, il y a un mystère. Donc dans ces conditions, mes chers collègues, sachant en plus qu'on a un budget prévisionnel mais qu'on n'a pas les comptes pour l'année 2022, je vais m'abstenir de voter cette subvention. Je vais également exprimer un souhait qui est peut-être partagé par certains collègues, à savoir que cet auditorium, s'il ne sert pas aux pratiques amateurs, hormis les concerts et les spectacles qui sont donnés pour le conservatoire du 6e, soit rattaché, comme cela devrait être. Alors c'est pas, je vais pas paraphraser le général de Gaulle, c'est pas l'honneur et le bon sens qui le commandent, mais le bon sens commanderait qu'on rattache cet auditorium au conservatoire. Et j'en appelle tout particulièrement à notre collègue Céline Hervieux, qui est au conseil d'administration de cette mystérieuse MPAA, enfin mystérieuse en ce qui concerne le 6e, pour essayer de faire toute la lumière sur cette affaire et voir s'il n'y aurait pas moyen d'intervenir pour que on rattache cette maison au conservatoire, car enfin, passer devant un établissement qui est très bien, il n'y a pas de problème, il y a un régisseur quand il est là qui fait son travail, mais enfin, passer devant un établissement qui est toujours fermé, avoir un numéro de téléphone qui ne répond pas, c'est quand même flou, voilà. Donc je m'abstiendrai et bien sûr chacun est libre de voter ou pas pour cette subvention quand même de plus de 2 millions €, ce qui ne se trouve pas non plus sous les sabots d'un cheval. Merci monsieur le conseiller délégué. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole, Madame Berthomier? Oui, je souhaite aller dans le sens de mon collègue Claude Ribes. J'ai proposé à la MP2A d'accueillir un événement pour le mois du handicap dont on parlera tout à l'heure. Je regrette qu'il n'ait pas donné suite à ma demande et j'aimerais également qu'on puisse se nouer une relation apaisée et parfois pouvoir avoir des événements qui se tiendraient dans leur auditorium, qui par ailleurs, moi j'ai déjà assisté à des spectacles là-bas, c'est très bien, mais c'est dommage que la municipalité ne puisse pas en profiter d'une certaine façon. Voilà.
je vous donne la parole d'autant plus qu'effectivement, ça figure dans le mémoire. Il y a plus de 100 locations de salles qui sont effectuées dans l'année. Donc, 100 locations de salles, je les rapporte au combien 5 mises à disposition dont bénéficie la mairie du 6e à travers ses associations. 5 contre 100, c'est assez faible. Et je rappelle, sans refaire l'histoire, que nous avions... à une époque, Madame Hidalgo, lors de son premier mandat, avait écrit à son premier adjoint, à l'époque Bruno Julliard, chargé de la culture, en lui demandant justement de réfléchir au redéploiement de la MP2A, qui entre-temps s'est développée, pourquoi pas, et a bénéficié d'autres entités, comme vous l'avez rappelé, la Canopée avec quand même une salle assez importante, l'ancienne chaufferie de l'hôpital Brousset dans le 14e, etc., etc. Donc, historiquement, effectivement, c'était l'auditorium du conservatoire. Et bon, même si le conservatoire n'en aurait pas l'usage exclusif, on a quand même un problème de diffusion, et le conservatoire est conduit à faire des locations dans des conditions acrobatiques, alors que un auditorium se trouve à proximité. Donc c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion d'en reparler, et moi je suis un peu comme Vulcain, c'est-à-dire je forge en permanence, donc j'aurai l'occasion de reparler de cette affaire à chaque année. Madame Hervieux. Oui, je prends la parole pour défendre quand même cet établissement de la MP2A, et je suis assez étonnée de vos prises de position. Alors déjà, ce n'est absolument pas fermé. J'étais moi-même samedi, j'ai eu la chance d'assister à un spectacle de danse d'une association Lafa Danse qui avait sollicité d'ailleurs Monsieur le maire pour pouvoir reconduire justement leur spectacle de fin d'année dans cette structure. Et Monsieur le maire a su me trouver en tant que membre du conseil d'administration pour justement essayer de jouer auprès de la direction de la MP2A. Donc je regrette, chers collègues, que vous n'ayez pas eu ce même réflexe, puisque vous savez que je suis au conseil d'administration, donc quand ça ne répond pas au téléphone, n'hésitez pas à me contacter. Donc en l'occurrence, vous ne l'avez pas fait. Ça m'étonne tout à fait quand même que vous n'ayez pas réussi à avoir de contact, puisque c'est un établissement qui est absolument bien organisé, et donc vous avez toutes les portes d'entrée si vous faites un petit effort, si j'ose dire, pour les contacter. Alors dans le cas de cette contrebassiste, effectivement, si on connaît un petit peu le lieu de la MP2A Saint-Germain, ça n'est absolument pas adapté ce n'est pas une salle de répétition pour une musicienne individuelle, c'est une salle de spectacle, de représentation, donc ce n'est pas un espace de répétition pour une personne unique. Donc ça n'est pas du tout adapté dans le cas, je regrette pour cette femme qui fait de la contrebasse. Cependant, elle peut tout à fait effectivement solliciter la MP2A pour ces espaces de répétition, peut-être dans d'autres structures effectivement, mais dans ce cas-là, le trajet est à sa charge, en effet, c'est comme ça. La MP2A, c'est un établissement public qui est très soutenu par la ville de Paris, parce que effectivement, ça développe la pratique artistique amateur qui est encore malheureusement par rapport à une offre privée qui n'est pas suffisamment développée. C'est un très beau projet qui est porté, ce sont de beaux projets qui sont en lien avec les territoires à l'échelle parisienne, à travers les 5 sites qui existent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une spécificité de l'auditorium Saint-Germain, et sachez que pour donc assister au conseil d'administration, il y a un effort qui est très important, puisqu'effectivement le budget est conséquent de la part de la ville de Paris. Monsieur le maire parlait tout à l'heure d'argent public. Eh bien, il y a un effort très conséquent qui est fait notamment sur la location de salles, pour avoir la possibilité d'avoir un budget à l'équilibre, pour à la fois permettre de garantir à des amateurs qui pratiquent un instrument, et bien de pouvoir avoir accès à des salles de répétition à moindre coût, en tout cas un coût abordable, et de l'autre côté avoir la possibilité de louer des espaces sur effectivement peut-être des tarifs un petit peu plus élevés en fonction de qui le demande, et c'est notamment le cas de l'auditorium Saint-Germain qui bénéficie d'une excellente réputation et d'un nombre de demandes qui est vraiment croissante. Donc on essaye d'articuler ça avec l'agenda, puisque c'est pas évident, il faut trouver les bons créneaux, tout le monde demande un petit peu les mêmes créneaux, donc on essaye d'étaler dans le calendrier, mais ça ce sont les équipes de la MP2A qui le font, et le font très bien. Je pense qu'il faut qu'on avance
sur le rapport entre le conservatoire et la MP2A. Ça fait des années que la situation a évolué, donc je pense qu'on peut arrêter au bout d'un moment d'avoir ce sempiternel débat par rapport au conservatoire. Aujourd'hui, la MP2A existe, l'Auditorium Saint-Germain appartient à la MP2A. Évidemment, moi j'essaye de créer ce lien et de faire valoir les projets du territoire du 6e arrondissement, puisque c'est logique, puisque l'auditorium est dans le 6e, que le 6e en bénéficie. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut avancer et cesser de répéter cette histoire de la rupture de lien entre le conservatoire et la MP2A. On peut travailler ensemble. Il y a des créneaux qui sont réservés. Il y a plusieurs heures par an qui sont réservées au conservatoire. Maintenant, si vous voulez, on parle aussi d'argent public, donc on peut pas. C'est de l'argent, c'est à perte en fait. Quand vous devez mobiliser des régisseurs, enfin, je veux dire, quand vous faites de la location gratuite, par exemple pour le conservatoire, c'est de l'argent. C'est pas. Il y a quelqu'un qui paye à la fin. Donc, quand la MP2A fait ses comptes à la fin de l'année, oui, elle constate que ça constitue un déficit important, la location gratuite pour notamment, par exemple, le conservatoire, mais c'est le cas dans d'autres arrondissements. Arrête, elle n'est pas gratuite. Hein. J'attends que vous ayez terminé, mais Mais justement, rien n'est gratuit. C'est ce que enfin, peut-être que le conservatoire paye une partie, mais au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui paye. Donc moi, je considère que c'est normal aussi que la direction de la MP2A, à un moment donné, interroge aussi cela en disant, voilà, pourquoi finalement le conservatoire a sa place, mais au même titre que d'autres structures qui, elles, pourraient payer ces créneaux. Donc je pense qu'on a arrêté un calendrier assez clair avec le conservatoire. Maintenant, il s'agirait de respecter cet engagement qui est réciproque entre les deux institutions. Et donc, voilà, je comprends pas ces attaques vis-à-vis de la MP2A qui réalise un travail assez singulier auprès de la pratique artistique amateur parisienne. Et donc, je regrette évidemment votre positionnement sur cette délibération. Et je me tiens à votre disposition. Je vais vous envoyer, là c'est dommage, j'ai pas le bilan d'activité qui nous a été présenté au dernier conseil d'administration, mais je vous enverrai toutes les données pour que vous puissiez constater vous-même que l'Auditorium Saint-Germain fonctionne très bien et qu'il y a énormément de demandes de location et qu'on peut s'en réjouir collectivement pour des associations qui viennent d'ailleurs de partout, voire des entreprises. Il y a tout type d'acteurs qui sollicitent cette salle. Merci. Écoutez, on a le droit, ma chère collègue, de ne pas être d'accord. On est souvent d'accord et on vote souvent des délibérations à l'unanimité. Là, permettez-moi d'être plus en accord avec Claude Ribes. Bon, il y a peut-être cet exemple de la contrebassiste qui n'était pas justifié, mais en revanche... Il était parfaitement justifié, monsieur le maire, parce que j'ai parlé de la contrebassiste, mais ils sont quand même 10 à habiter le 6e arrondissement, et à juste titre, tenter d'obtenir à la maison du 6e arrondissement, qui fonctionne si bien, d'après ce que vous dites, l'équivalent de ce qu'ils ont obtenu dans le 1er arrondissement. Donc c'est tout à fait justifié. Mais l'intervention d'Iris Berthomier, qui elle, dans le cadre du mois de l'accessibilité, ou qui a d'ailleurs très très bien travaillé, on a eu un plein succès, ne pas avoir même de réponse, c'est scandaleux. Alors moi, vous me dites que vous réjouissez qu'il y ait 100 locations à l'extérieur et que ça contribue à diminuer le poids pour la municipalité, mais je pourrais aussi vous dire que peut-être qu'il faudra un jour un audit culturel sur un certain nombre d'institutions culturelles qui n'ont cessé de se développer à Paris, ce qui explique que le poids du budget de ces établissements pèse cher. Est-ce que ça a des conséquences d'ailleurs sur d'autres budgets qui sont pas à niveau? Je considère néanmoins qu'en tant que maire du 6e arrondissement, je ne me satisfais pas des 4 mises à disposition de l'auditorium pour des associations du 6e, et d'ailleurs qui ne sont pas des mises à disposition gratuites, puisqu'il faut payer des régisseurs et que ça revient environ à 3 ou 4 000 euros. Donc, je respecte votre position, je respecte le fait que vous soyez membre du conseil d'administration, mais je considère quand même que le lien qui existe n'est pas un lien satisfaisant et que les enfants du conservatoire, qui sont les enfants de la rive gauche, du 5e, 6e, 7e arrondissement, ainsi que du 14e, puisqu'il y a beaucoup d'enfants du 14e qui veulent maintenant accéder au conservatoire du 6e, ne voulant pas aller dans la nouvelle localisation de la Porte de Vanves, ont besoin effectivement d'exercer leur talent, de s'initier. On a d'excellents élèves dont un certain nombre vont au Conservatoire national supérieur de musique et que ils ont droit aussi à accéder à cet équipement. Il n'y a pas que la pratique amateur. Et actuellement, malheureusement, on n'a pas développé les choses. Et Madame Leplat, qui est l'actuelle directrice, qui a succédé à Monsieur Descamps,
est malheureusement un peu sourde à nos demandes. Alors ça ne dépend pas d'elle. J'ai effectivement eu l'occasion d'en parler à un certain niveau, à plusieurs niveaux. J'en parle à chaque changement de directeur ou de directrice des affaires culturelles. C'est vrai que ça change souvent, donc je suis obligé de resservir le même discours, mais je ne changerai pas. Chacun me connaît ici. J'ai pas l'habitude de changer de stratégie et de discours, contrairement à d'autres, mais je ne vous vise en aucun cas, ma chère collègue. Beaucoup, Monsieur le maire, pour ces éléments. Donc, n'hésitez pas. Effectivement, moi, j'avais pas connaissance de la requête que vous aviez fait pour le mois du handicap. Il y a certainement des très bonnes raisons qui ont fait que, malheureusement, on n'a pas pu donner un arbitrage favorable. Je n'étais pas au courant de cela. N'hésitez pas à me solliciter puisque je suis de l'arrondissement et je peux facilement contacter la direction. Donc, s'il y a des projets comme cela, moi, je suis tout à fait partante pour pousser. C'est ce que j'ai fait pour la FADANCE, par exemple, qui est association de danse notamment avec des élèves du 6e arrondissement. Mais par contre, Monsieur Ribes, si je peux me permettre, chers collègues, j'ai trouvé, je termine là-dessus, votre remarque sur la question de la hausse des salaires un petit peu, et le fait que ça répond pas au téléphone, un petit peu méprisant quand même, puisque vous savez bien qu'il y a des hausses, il y a de l'inflation, il y a des hausses de charges, hausse de la masse salariale, ça existe dans toutes les institutions en fait en ce moment, avec les revalorisations du SMIC, tous les métiers sont touchés, donc la hausse de la masse salariale, si vous voulez, n'a pas d'incidence directe sur le fait que vous n'ayez pas eu de réponse. Enfin, je veux dire, ça, vous pouvez pas le déquêter, vous n'avez pas vu les comptes de l'association, enfin en l'occurrence, je pense pas que vous ayez passé l'après-midi à regarder les comptes de la MP2A, donc je trouve que ce type de remarque n'est pas très approprié dans le cadre d'un conseil municipal. Écoutez, permettez-moi quand même, sans vouloir prolonger la polémique, de vous dire d'abord qu'il n'y a absolument rien de méprisant dans le fait que je mets en rapport l'ensemble des rémunérations qui sont dans le budget prévisionnel 2023 et le nombre de sites qui sont déclarés dans l'exposé des motifs. Donc, je vois pas ce qu'il peut y avoir de méprisant que de faire une division par 5, ça c'est un premier plan. Et puis pour le reste, eh ben écoutez, j'ai bien pris note, je suis vraiment désolé de ne pas vous avoir sollicité parce que je ne savais pas que vous étiez au conseil d'administration, mais j'en ai pris bonne note et maintenant quand je serai sollicité par un ensemble de musiciens, ben, je vous les renverrai pour que vous puissiez donner suite ou pas à leurs demandes et suppléer éventuellement au fait que le standard de la Maison des pratiques artistiques amateurs ne répond pas. Pour néanmoins achever la conversation, parce que on n'a jamais terminé avec l'auditorium, mais pour vous quand même vous éclairer tous, il faut savoir que sur les 4 gratuités au titre de l'année prochaine, c'est-à-dire de 2024, on m'a déjà demandé, la directrice m'a fait demander si elle pouvait contacter les associations en cause, puisque je suis plutôt dans la reconduction. Il y a l'association Cadence, il y a l'association, des associations très proches de la sport et loisirs, etc., qui ont l'habitude, la MP2A, le centre Paris Anime de la rue de Rennes, etc. Et j'ai accepté, mais manifestement, si la direction me le demande, c'est qu'ils sont bien sûr, peut-être, effectivement, ils font beaucoup de locations. Sans location, c'est considérable. Donc, ils ont besoin, effectivement, de pouvoir préparer leur saison. Donc, vous voyez, déjà, la saison, elle est déjà lancée. Donc, ça montre bien qu'il y a une sorte de contradiction. On peut pas, et nous, on peut pas tout prévoir. On peut pas, est-ce que le mois de l'accessibilité en 2024, c'est déjà possible? C'est déjà peut-être terminé. Alors, on prendra rang pour 2025. Puis en 2026, on verra bien ce qui arrive. Mais vous voyez, c'est quand même difficile d'arriver à travailler avec eux. Hein. Je dirais, en dépit de votre bonne volonté, je crois que on a vraiment beaucoup de difficultés. Et j'espérais quand même que à partir du moment où la MP2A s'implantait ailleurs, moi j'ai beaucoup espéré, d'ailleurs Julien me l'avait laissé un peu penser, quand il y avait cet auditorium en création dans la canopée, que on pourrait, l'étau se desserrerait sur cet auditorium. Mais bon, on verra. On peut toujours espérer. Bien, mes chers collègues, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Ah oui, pardon. Excusez-moi, oui, vous avez parfaitement raison. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? La délibération est acceptée. On a fait encore plus fort, là, avec une voix, donc... Bravo. Bah oui. Non, il y a un vote pour, un vote contre. Il y a un vote pour, un vote contre. Ah, il y a un vote pour, un vote contre. Alors, vous avez bien pris les... Oui. D'accord, parfait. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est balle au centre? Oui. Balotage défavorable.
Bon, on verra bien. De toute façon, c'est le Conseil de Paris qui a le dernier mot. Donc, de toute façon, on verra bien. C'est le vote pour qui l'emporte? Ah, très bien. Monsieur Riwal va passer sa nuit à vérifier ça. On vous dira. Bien, nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole à Ariel Bocan, sur la DASCO numéro 2. Monsieur le maire, Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit ici de délibérer sur les associations qui proposent des activités aux enfants des écoles maternelles et primaires sur le temps périscolaire, les fameuses TAP, sont organisées le mardi et le vendredi après-midi. L'organisation répond aux ambitions et aux objectifs du PEDT, le PEDT étant projet d'éducation territoriale pour les années 2021-2024. Cet appel à projet à travers des ateliers répond aux besoins spécifiques de chaque public dans chaque arrondissement et répond également au projet de l'école. Il est porté aussi par l'équipe d'animateurs. Pour 2023-2024, ces projets ont été analysés pour leur pédagogie, avec en plus un examen administratif, juridique et financier. Des commissions d'arrondissement ont également permis de donner un avis sur chaque projet recevable. 67 organismes et associations ont été retenus, dont 3 pour le 6e arrondissement, Artora, l'association Mirrus et English at School. Une attention particulière est portée sur les projets de maternelle, sur ceux ayant attrait au JO et au JOP, et sur les langues plus particulièrement pour le 6e. Je vous remercie d'autoriser la signature et l'attribution de subventions aux organismes concernés. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Tout le monde est convaincu, donc qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Je redonne la parole à Ariel Bocan pour la DJS, pour la DASCO 45. Oui, exactement. Donc, on nous rappelle que c'est à la collectivité de prendre en charge le fonctionnement, l'équipement et les travaux dans les collèges publics parisiens qui peuvent tout au long de l'année recevoir des dotations complémentaires de fonctionnement pour financer les charges nouvelles ou exceptionnelles. Le montant total de ces dotations est de 155 000 30 € pour le fonctionnement, 106 280 € pour l'équipement et 344 427 € pour les travaux. Depuis 2002, une dotation de fonctionnement permettant de financer directement par les collèges des dépenses de fourniture pour des travaux réalisés par les agents est attribuée pour un montant total de 99 875 €. Chaque collège reçoit 1 175 €. Et dans l'arrondissement, nous sommes concernés par le collège Jacques Prévert. Je vous demande de délibérer sur ces dotations complémentaires. Donc, qui ne concernent dans le 6e que le collège Prévert. Jacques Prévert. Bien. Donc, on est d'accord. On vote. Qui ne vote pas? Donc, même vote. Merci. Favorable. On passe au sport maintenant, DGS 6. Alors, comme tous les ans, on nous demande de délibérer sur des subventions attribuées aux associations sportives. Pour le 6e, il s'agit de volley 6 pour un montant de 1 900 €. Club 608 Échec Paris Saint-Louis pour 1 000 € qui est situé 103 rue de Vaugirard. Et l'association sportive Panthéon-Assas Paris 2 pour 1 750 €. Il y a aussi le JSCPO, donc le PO, pour 12 000 €, mais lui signe également, cette association signe également une convention d'objectifs avec la ville. Ces montants tiennent compte des actions proposées, de leur évolution et du nombre de licenciés. Je vous remercie d'autoriser la signature de l'avenant intégrant les actions à mener contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que l'action visant à supprimer l'usage du plastique à usage unique avec le JSCPO et à engager donc la somme totale de 16 650 € en subvention pour les 4 associations. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole?
Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'impact 2024, la SG 46, qui a trait à l'héritage olympique. Alors ça, c'est plus compliqué. Comme vous le savez, Paris a été désignée ville hôte des JO et JOP en 2024. La ville s'est engagée pour des Jeux sobres et durables et a élaboré 20 mesures du programme Transformation olympique. Ce fonds de dotation Paris 2024 est doté de 50 millions d'euros. Parmi les projets proposés, certains peuvent bénéficier spécifiquement aux acteurs parisiens. Les éditions 2020, 2021, 2022 ont été un succès. Pour 2023, 1300 projets ont été déposés et 229 concernent des activités pour les Parisiens. Un premier comité, alors ça va être plus compliqué, composé de l'ANS, de Paris 2024, du CNOSF, je peux vous donner tout ce que ça veut dire, et du CPSF, a sélectionné 28 projets pour des activités pour les Parisiens pour 530 000 euros. Un deuxième comité composé de la métropole du Grand Paris et de Paris 2024 a sélectionné 3 projets pour un montant de 59 000 euros. Un troisième comité composé du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et de Paris 2024 a choisi 3 projets pour 30 000 euros. Et enfin, la Française des Jeux soutient aussi 2 associations parisiennes. Enfin, un dernier comité Ville de Paris et Paris 2024 a sélectionné 47 projets. Au final, ce sont donc, je vais vous faire plus court que ça, 76 projets qui sont lauréats pour un montant de 1 276 200 euros. Toutes ces associations utilisent le sport comme impact social. Concernant le 6e, nous avons la Ligue Paris-Île-de-France du sport universitaire qui veut développer la pratique de la danse universitaire. Viacti souhaite améliorer la santé de 200 patients atteints du cancer par la pratique d'activités physiques et l'accompagnement ensuite vers un club sportif. Et enfin, le Club des Naïades souhaite accompagner les adultes atteints de pathologies chroniques vers une pratique physique adaptée et régulière. Je vous propose donc de soutenir ces 3 projets pour respectivement 10 000, 30 000 et 15 000 euros. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous passons maintenant à la DFPE, la Direction de la famille et petits enfants. Je donne la parole à Chantal Lambert-Burins. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vais être brève. J'avais, dans un précédent conseil d'arrondissement, parlé de travaux de la crèche Garancière qui avait impliqué la création d'une crèche temporaire aux 2 rue Guilmer. Donc, la ville de Paris a confié la réalisation des travaux de la crèche Garancière aux entreprises sollicitées par le Sénat pour la rénovation de ces 2 immeubles. Alors, ça commençait bien puisque les montants initiaux des marchés publics de prestations intellectuelles et de travaux qui sont avérés moins élevés que leur estimation, mais ça se termine moins bien que finalement parce qu'il y a des prestations complémentaires, des prises en considération de marchés de services d'assurance, etc., qui n'avaient pas été pris en compte, qui ont conduit à une augmentation du coût des travaux qui s'élève aujourd'hui à 2 599 747,36 euros en valeur TDC-VFE. Alors, je remercie le directeur général de service qui me permet de vous dire que c'est toutes dépenses confondues en valeur finale estimée. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver la passation et d'autoriser la signature de cet avenant pour une augmentation des coûts et d'inscrire les dépenses au budget d'investissement de la ville de Paris. Voilà, monsieur le maire. Merci, et j'espère que nous sortirons le plus rapidement possible de cette affaire compliquée, puisque là encore, la Covid a gêné considérablement les choses, renchéri les marchés, complexifié les choses, l'amiante, la découverte, etc.
et qu'on retrouvera cette crèche garancière qui fonctionnant dans les meilleurs délais, mais les meilleurs délais, c'est pas avant, de toute façon, le printemps 2024. Voilà, donc merci, et merci à tous ceux et à toutes les bonnes fées qui pourront s'unir pour faire en sorte et accompagner les entreprises. Donc je vous propose de voter, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie, la délibération est adoptée. Nous passons maintenant aux problèmes liés au handicap, et je vais donner la parole à 2 reprises à notre collègue Iris Berthomier. Merci, Monsieur le maire. Alors, la délibération que je vous présente, c'est la DASCO 13. C'est une convention d'occupation du domaine public par une association. Il s'agit de l'association ASEI. ASEI qui signifie agir, soigner, éduquer et insérer. C'est une association qui date de 1950, une grosse association qui gère 107 établissements et services sanitaires et médico-sociaux en France. Elle a pris la suite de Résolux qui gérait cette structure ici, et donc un ESAT, un EME, un CESAD, un CAJ, un centre d'activité de jour, 2 foyers d'hébergement, une section d'adaptation spécialisée, et donc ça représentait environ 110 personnes qui sont prises en charge par cette association. Depuis 2000, la ville de Paris avait mis à disposition de l'association Résolux des locaux qui sont situés dans un bâtiment que la ville loue à l'assistance publique, la PHP, au 85 boulevard Raspail. Et donc, ce bâtiment accueille d'autres services également, notamment ceux des services de la DASCO. Donc, il s'agit en fait de salles de classe qui sont mises à disposition de l'ASEI, à la fois au 4e étage et en sous-sol. Cette convention la dernière fois, elle a été signée à 5 reprises. La dernière fois en 2018, elle est arrivée à échéance au 31 décembre 2022. Et donc, il s'agit de la renouveler avec la précision que l'ASEI renonce au bénéfice des locaux qui sont situés en sous-sol et donc se contentera désormais des locaux qui sont situés au 4e étage. Voilà, chers collègues, je vous remercie de voter favorablement à la signature de cette convention d'occupation. Parfait. Et d'ailleurs, oui, ils vont donc, vous l'avez dit, je crois, mes chers collègues, ils vont récupérer la petite modif, c'est qu'à partir du mois de juillet prochain, la DASCO va récupérer le sous-sol pour en faire un studio de stockage. J'ai indiqué qu'ils y renonçaient, mais Oui, c'est ça. Ça va resservir à autre chose, parce qu'ils n'en avaient plus l'utilisation. Il y avait un atelier de menuiserie qui a fonctionné pendant un certain temps, mais c'était devenu trop compliqué. Donc c'est vraiment le meilleur usage possible de cet immeuble un peu complexe. Complexe parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs différents. Et maintenant, d'ailleurs, c'est un immeuble qui va être géré par la région, puisque comme les 2 étages supérieurs accueillent l'annexe du lycée Maximilien Vox, ça passe dans la région. Donc il y a des discussions entre la ville et la région. Complexifié par le fait qu'historiquement le bâtiment appartient à la PHP. Mais ce n'est pas une annexe de Tarnier, je vous rassure. Bien, c'est les mystères de Paris, ça. C'est un peu les mystères de Paris sur le plan immobilier. Donc, je vous propose de voter, bien évidemment, après l'excellent rapport d'Iris Berthomier. Donc, au vote pour, d'accord, je vous remercie. Unanimité. Donc, je lui redonne la parole pour la DSOL 54. Merci, Monsieur le maire. Alors, donc la DSOL 54, il s'agit du mois parisien du handicap et de voter une subvention d'un montant de 50 770 € à 20 associations et des avenants et conventions avec 2 d'entre elles. Cette délibération me donne l'occasion donc de pouvoir vous parler des actions que nous avons accueillies dans le 6e arrondissement à l'occasion du mois parisien du handicap, puisque cette année nous avons bénéficié également d'une subvention. Nous avons eu 3 événements dans le 6e arrondissement. Je vous les fais par ordre chronologique. Le premier, c'est un événement qui est culturel, donc avec la collaboration d'Olivier Passelec, que je remercie.
Donc la classe Ulysse du collège Montaigne et des élèves du cours d'art plastique de l'ESAT des Beaux-Arts qui sont financés par l'association Résolux font ici à la mairie, juste à côté, vous le verrez en descendant les escaliers, c'est jusqu'à la fin du mois de juin, une belle exposition de dessins. Voilà, nous les accueillons en mairie bien volontiers et j'espère que nous pourrons étendre l'année prochaine à davantage de participants et notamment d'autres classes Ulysse. Ulysse, ce sont des unités localisées pour l'inclusion scolaire, donc ce sont des classes spécialisées pour les enfants en situation de handicap. Voilà, j'ai un petit souvenir que je voudrais partager avec vous de la fierté des parents d'élèves qui sont venus ici en mairie pour l'inauguration de cette exposition. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Le deuxième événement que nous avons organisé, c'est avec l'association Sport et Loisirs, un tournoi de tennis inclusif avec la participation de la Fédération française de tennis et donc un très bel événement avec Ariel Bocan et Guillaume Godet. Voilà, donc ce sont des matchs de tennis qui réunissent une personne en situation de handicap et une personne valide et donc un tournoi qui n'a pas connu de gagnant puisque tout le monde a été victorieux ce jour-là. Voilà. Et le troisième événement que nous avons accueilli, c'est une séance de cinéma. Donc, c'est l'événement qui fait l'objet de la demande de subvention que nous allons voter juste après. Donc, c'est passé au cinéma MK2 Odéon que nous avons loué. Et donc, c'est avec l'association Résolux. C'est le film de Nils Tavernier, De toutes nos forces, qui a été diffusé. C'est un très beau film qui raconte l'histoire d'un adolescent qui est en situation de handicap moteur et qui participe à une course, je ne sais plus le terme, mais une course énorme avec son papa. Un raid, oui, mais voilà, un triathlon, un Ironman, voilà, c'est exactement ça. Merci Ariel. Voilà, donc la subvention voilà, ça a été suivi d'un débat. Donc c'est tout à fait dans l'idée du mois parisien du handicap qui a pour but de promouvoir autour d'événements culturels, sportifs, festifs, de conférences ou de débats, l'apport des Parisiens en situation de handicap à la vie de la cité et de sensibiliser les Parisiens aux questions de handicap et d'accessibilité. La subvention que je vous invite à voter est d'un montant de 1 700 € et elle sera reversée à l'association Résolux, voilà, qui aura tout de même un reste à charge suite à cet événement. Je vous remercie pour le vote. Merci beaucoup. Y a-t-il de demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et nous allons passer maintenant aux aînés et aux aidants avec Florence Devara. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Alors effectivement, cette délibération porte, en ce qui concerne le 6e arrondissement, sur la participation pour l'année 2023 à la maison des aînés et des aidants, dite M2A, qui est donc située rue de l'École de médecine, ce qui est très important pour notre arrondissement, et qui est gérée par l'association Autonomie Paris-Saint-Jacques. Comme vous le savez déjà, ces établissements ont pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et de contribuer à l'amélioration de leur parcours de santé et aussi d'apporter une aide aux aidants qui vivent souvent des situations difficiles. Leur mission a d'ailleurs un peu évolué en prenant dorénavant en charge toutes les demandes liées à une problématique médicale ou médico-sociale, quel que soit l'âge ou la pathologie. De plus, depuis le 1er janvier 2023, ces structures ont été intégrées aux centres locaux d'information et de coordination. C'est pourquoi ce présent projet de délibération a aussi pour objet l'approbation de la participation de l'année 2023 des M2A, alors de tout Paris, au titre des missions d'information et de coordination, afin de contribuer à l'attractivité des métiers dans le secteur social et de répondre aux préoccupations des professionnels. Il nous est donc
ainsi proposer d'accorder au titre de l'année 2023 un financement de 550 925 €. Ce montant est un peu plus élevé que l'année dernière, donc c'est pour la maison des aînés et des aidants donc du 6e. Il est un peu plus élevé que l'année dernière car il comprend 26 502 € de revalorisation salariale. Voilà. Donc je vous propose donc de voter favorablement cette délibération. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, et je vous signale effectivement toute l'importance de cette maison des aînés et des aidants, dont le rôle est chaque jour plus important compte tenu du vieillissement de la population et de l'appui que nous devons donner aux aidants qui sont souvent aux aides-soignants, pardon, qui sont souvent très mal payés, qui habitent loin de Paris et dont le recrutement s'avère de plus en plus difficile. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. La délibération est adoptée et je redonne la parole à Florence Devara pour la DSOL 68. Alors, merci à nouveau. Cette délibération porte cette fois en ce qui concerne le 6e arrondissement sur un soutien en investissement à l'association La Pause du 6e, qui a été créée en 2021 avec pour objet spécifique d'ouvrir et de gérer dans l'arrondissement une bagagerie destinée aux personnes en situation de précarité. Alors, différentes formalités sont en cours et des aménagements du local qui a été acheté sont nécessaires pour la mise aux normes, mais l'ouverture est prévue en principe pour le premier semestre 2024. Il est donc proposé d'accorder au titre de 2023 une subvention en investissement de 192 200 €. Il s'agit aussi d'autoriser la maire de Paris à signer la convention relative au projet subventionné qui précise entre autres que le versement de cette subvention d'investissement est non renouvelable et que l'association s'engage à utiliser le logo du budget participatif et demeure seule responsable de la conduite du projet. Alors, en fait, je vais vous proposer de voter favorablement cette délibération car nous y sommes tout à fait favorables, mais je vais quand même conclure en soulignant quelque chose qui m'a très étonnée, et que je trouve assez regrettable. Il semble s'agir d'une anticipation du vote du budget participatif qui n'a pas encore eu lieu, car il aura lieu à la rentrée au mois de septembre. Et quand on lit le document, on a l'impression que tout a déjà été acté. Et dans la convention, il apparaît même que l'association doit utiliser le logo du budget participatif. Donc là, j'avoue que j'étais plus qu'étonnée. Mais bon, étant donné que nous sommes favorables au projet, je vous invite malgré tout à le voter favorablement. Merci. Oui, alors c'est peut-être lié, merci ma chère collègue, on va effectivement le voter, c'est peut-être lié au fait que comme le projet avait été déjà présenté au titre du budget participatif, et qui n'avait pas été retenu, le rédacteur a un peu confondu. Mais c'est vrai que c'est un peu bon. Après, qu'il y a un sigle, il faut pas tout confondre. Il faut pas tout confondre. Comme d'ailleurs la DAC quelquefois confond le budget participatif dans l'Église Saint-Sulpice et les mécènes privés. Hein. Bon, après. Tout se concentre, là, l'argent va être bien concentré sur la bagagerie, donc c'est très bien. Mais bon, voilà, redonnons à chacun ce qui lui appartient, en quelque sorte. Voilà. Donc je vous propose de voter favorablement. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie et effectivement, on va suivre avec attention cette opération. Alors, pour le moment, voilà. On vote, l'acte d'acquisition est en cours, la signature interviendra bientôt, et puis après on accompagnera l'ouverture de cet équipement. Je vous propose, mes chers collègues, de passer rapidement sur le bilan de concertation préalable de l'opération Maine-Montparnasse que je vais rapidement rapporter. Pourquoi je vais rapporter rapidement? Parce que c'est un dossier
complexe qui a donné lieu à des évolutions fortes au cours des dernières années. Je vous rappelle que c'est un projet considérable, puisque la dalle Montparnasse, d'ailleurs, je vais essayer d'être simple avec un dossier compliqué, en vous rappelant d'ailleurs que l'ensemble de la dalle Montparnasse, la tour Montparnasse, le CIT, l'ancien centre commercial, ne concerne formellement que le 15e arrondissement. Donc, seule la mairie du 15e donnera un avis, se prononcera sur les permis de construire et s'est prononcé sur les permis de construire de la tour Montparnasse, de la tour CIT, ainsi que de ceux qui succédera au centre commercial et qui ne sera vraisemblablement pas un centre commercial, puisque comme on a créé 20 000 mètres carrés supplémentaires dans l'ensemble Gaîté, commandant Mouchotte, à peu près 25 000 mètres carrés à l'intérieur de la gare Montparnasse, que la rue de Rennes doit continuer à vivre, notamment dans sa partie haute qui correspond à la partie sud. On ne peut pas créer des milliers de mètres carrés supplémentaires dans une économie, la France, qui progresse de 1,5% par an et où le pouvoir d'achat de nos concitoyens ne progresse pas forcément de façon très forte. Donc on ne peut pas empiler les mètres carrés. D'ailleurs, à l'instant où nous parlons, le devenir de l'ancien centre commercial n'est absolument pas réglé. Il y a des discussions, etc. Bon, en revanche, sur les deux tours, c'est quasiment définitif. D'ailleurs, le document nous le confirme. La tour Montparnasse a son permis définitif, la tour CIT aussi. S'agissant de la tour Montparnasse, les travaux devraient démarrer à l'automne 2024, sans doute pour une durée de 2 ou 3 ans. Et on peut espérer que dans les prochains mois, néanmoins, peut-être pendant l'année 2024, on arrivera à peu près à un accord sur sur le reste, c'est-à-dire principalement sur la dalle et sur le centre, sur le devenir de ce qui remplacera le centre commercial Montparnasse. Voilà. En gros, alors là, ce qui nous est donné, c'est le bilan de la concertation, qui avait été faite avec les riverains de nos 3 arrondissements, parce que si tout à l'heure je vous disais que formellement seule la mairie du 15e donnait un aval sur les permis de construire, puisque les édifices sont situés sur le 15e arrondissement, en revanche, les riverains du 6e, du 14e et du 15e sont intéressés. Et ils sont bien sûr très intéressés, et nous sommes très intéressés au déroulement de l'opération, c'est-à-dire à la façon dont seront menés ces chantiers. Car ces chantiers, vous m'avez déjà eu l'occasion de vous en parler, on a déjà eu des réunions dans le cadre de ces concertations, et nous en aurons d'autres. J'ai notamment demandé que sur le plan du fonctionnement du chantier, ce soit un chantier exemplaire, et qui ressemble plus, et j'avais donné cet exemple, qui ressemble plus au chantier de Notre-Dame, sur le plan de la sécurisation du site, sur le plan du traitement de toutes les nuisances sonores, olfactives, que à un chantier qui s'est déroulé récemment dans le 14e arrondissement, dont je tairai le nom par charité, mais je l'avais suffisamment prononcé, et qui, lui, effectivement, contrairement à ce que nous avait dit l'opérateur privé, s'est déroulé dans des conditions, effectivement, insatisfaisantes. Et chacun sait que si vous avez un chantier qui se déroule, si vous envoyez dans l'atmosphère des milliers de mètres cubes de particules amiantées, anciennes, etc., avec le vent, toute la rive gauche peut la respirer, et nous avons des équipements sportifs, des équipements scolaires, je pense à notre rue Littré, par exemple, auquel nous sommes très attachés, qui sont à proximité immédiate, mais c'est le cas de la rue de Lambes, c'est le cas des écoles du 15e arrondissement, de Novantia, enfin, il y a une foultitude d'équipements qui peuvent être concernés par la façon dont dont ces chantiers seront menés, mais ça, nous aurons l'occasion, bien évidemment, d'en reparler, et je l'espère, dans les conditions optimales justement, d'échange, de concertation, lorsque les maîtres d'ouvrage seront désignés. Alors là, le bilan, on n'est pas là-dessus, on est sur la concertation surtout sur l'environnement réglementaire et l'environnement surtout les mobilités, les transports, etc. Mais il est vrai que le début de cette concertation,
s'est déroulé dans un contexte qui était un peu différent, puisqu'en réalité, ce projet avait été initié par Jean-Louis Missica, sur la base d'un premier projet d'aménagement de la dalle, qui a été ensuite qui a été écarté. Donc les opérateurs, car c'est une opération privée, il faut toujours le rappeler, c'est une opération privée qui est menée, a choisi un autre type, un autre opérateur, mais qui n'est pas encore, ce n'est pas encore finalisé. Donc il y a, vous avez le compte rendu de la concertation, mais ce qui est intéressant, c'est le final, et le final montre que on aura encore à discuter des abords de la gare, de la rue du départ, de la rue de l'arrivée, de l'avenue du Maine, bref, et de l'ensemble des mobilités qui seront mises en œuvre, de l'usage des transports en commun, de l'accès à la gare Montparnasse, qui, je vous le rappelle, est une gare très importante, qui doit monter en puissance encore au cours des prochaines années, puisque normalement, si les statistiques n'ont pas changé, c'était 70 millions de personnes annuellement qui devraient utiliser la gare Montparnasse, moins que la gare du Nord, puisque la gare du Nord, je crois, atteint des sommets encore plus importants. Mais le bon côté, c'est que la gare Montparnasse a déjà été rénovée. Mais nous aurons bien sûr à rediscuter de tout ça. Je vous propose d'émettre un avis favorable pour ne pas gêner encore un peu plus le développement, la progression d'une opération éminemment complexe dont nous aurons à reparler dans les prochaines années, peut-être même, mes chers collègues, dans les prochains mois. Donc, si vous n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie et nous poursuivons nos travaux. Nous allons passer maintenant au stationnement de surface, mesures de simplification. Je donne la parole à notre collègue Charles Flaubert. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Donc une mesure qui est tout à fait positive, une mesure de simplification. Pour présenter également simplement cette délibération, dans certains cas, le stationnement est gratuit à Paris, notamment les véhicules qui effectuent en faveur des Parisiens des services rendus à l'usager, rendus à domicile, et également pour les deux roues motorisées. Mais malgré cette gratuité, les textes, la réglementation mise en place par la mairie de Paris prévoyait tout de même de prendre un ticket, et en tous les cas de signaler le fait qu'on avait payé. Enfin, qu'on n'avait pas payé, mais qu'on n'avait pas payé. Bon. Alors, ce qui a généré énormément de contraventions et de demandes de remise de contraventions. Donc, le système est un petit peu kafkaïen, donc on revient à plus de simplicité. Il n'est plus nécessaire de justifier du fait que ça soit gratuit. Et par ailleurs, ce qui est évidemment positif, est la simplicité. Et puis par ailleurs, la procédure de restitution des droits qui ont été, on va dire, irrégulièrement perçus ou qui n'auraient pas dû être perçus auprès des usagers est simplifiée et va permettre à la mairie de Paris de restituer les sommes indûment perçues. C'est important notamment, alors pour les deux roues motorisées qui bénéficient de cette gratuité, c'est-à-dire les deux roues électriques, et on prend surtout bien évidemment au service à la personne, gens qui n'ont pas à régler donc de stationnement. Donc je vous propose de voter favorablement à cette mesure de dékafkaïsation du stationnement à Paris. Merci. Est-ce que ça concerne les fameux rapports aussi? C'est-à-dire ce qu'on doit payer, parce que quand on paie avec un droit de stationnement, maintenant, on appuie sur une touche. Dans l'hypothèse où on ne paie pas, on est en infraction, on est susceptible aussi de payer un forfait de stationnement. C'est le fameux rapport. Alors ça, voilà. Alors on va dire que non, c'est pas dans le délibéré. En revanche, ce qui est prévu, c'est que la restitution des sommes qui ont été indûment perçues va faire l'objet d'une automatisation et d'un rapport beaucoup plus important. Alors, est-ce qu'on pourra pas faire rentrer également ces problématiques-là dans cette disposition? C'est peut-être possible. C'est le deuxième aspect de la délibération d'aujourd'hui. Merci, monsieur le maire adjoint, de s'être penché sur cette délibération qui va dans le bon sens, donc plus de simplification. Mais je le dis, pour les spécialistes du rapport, c'est peut-être un sujet à poser, ça. Mais c'est peut-être le deuxième étage de la fusée. Ça m'a été devant le Conseil constitutionnel. Oui, ah bon. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, le Conseil constitutionnel? Justement qu'il ne fallait pas payer si on faisait un recours administratif préalable.
D'accord. Bon, j'y comprends plus rien, mais c'est pas grave. Bon, donc on vote pour. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Merci, je vous remercie. Et on poursuit donc DVD 57 et DVD 83, c'est Séverine de Comprégnac qui va rapporter. Merci beaucoup, monsieur le maire. Moi, je vais vous parler de vélo, un peu comme la dernière fois, mais pas tout à fait encore. Donc en 2021, le Conseil de Paris a présenté un plan vélo 2021-2026 pour que Paris soit une ville 100% cyclable. Ce qu'elle est en train de devenir, avec quand même beaucoup de dangers, de risques, de travaux en cours et j'en passe. Mais du coup, avec ce développement de la pratique du vélo, qui est une bonne chose, je pense, se développent également les associations qui permettent à tous de savoir pédaler sur un vélo, aux personnes subissant des handicaps de pouvoir se déplacer facilement dans ce contexte-là, quel que soit le handicap, apprendre à réparer des vélos, à recycler des pièces, etc. Donc il y a des tas d'associations qui se sont montées. Et donc dans le cadre de ce plan vélo, ce que nous vous proposons ce soir, c'est de soutenir à travers une subvention 25 associations pour un montant de 273 500 € en fonctionnement et 201 635 € en investissement. Voilà. Je vous remercie, monsieur le maire. En précisant que le Vélo Club Saint-Germain-des-Prés n'a pas fait partie du truc. Alors, on a toutes les conventions, tous les bilans des associations, etc. Alors, est-ce qu'ils ont demandé C'est-à-dire qu'on a un petit... je crois qu'Ariel Bocan va nous éclairer sur ce point. Moi, je les ai eus tout à l'heure. D'habitude, ils ont une subvention. Cette année, ils ne sont pas dans la liste alors qu'ils ont fait la demande, que leur demande a été acceptée, m'ont-ils dit, puisqu'ils ont été appelés et on leur a dit qu'ils auraient une subvention, mais ils ne sont pas dans la liste. Donc, on va se pencher et ils vont se pencher sur cette subvention. Effectivement, on va voter, mais effectivement, j'avais feuilleté pour regarder effectivement si on était concerté. Alors, on est concerté indirectement par les associations Repair qui peuvent faire de la réparation. On est concerné par le MDB auquel on fait appel, avec lequel on a fait la bourse du vélo. Voilà, donc, mais c'est vrai que le Vélo Club Saint-Germain-des-Prés, c'est intéressant parce que c'est une pratique sportive du vélo et il portait un peu, et ça peut aussi intéresser un certain nombre de nos concitoyens, même si certains cyclistes pratiquent le vélo de façon sportive. Il suffit quelquefois de traverser d'avoir du mal à traverser les passages sculptés pour s'en apercevoir. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec les travaux, etc. Tout est compliqué en ce moment. Et c'est vrai que, il faut que chacun fasse attention, les piétons, aussi les cyclistes, parce qu'ils se mettent en danger. Et on le sait en plus dans cette période de forte chaleur avant les vacances, on peut avoir des situations un peu délicates à gérer. Je ne peux que souhaiter que la paix civile règne sur le bitume parisien. Mais comme vous le savez, monsieur le maire, au prochain Conseil de Paris, la semaine prochaine, ou la semaine d'après, pardon, nous allons examiner un code de la rue. D'accord. Qui va sans aucun doute révolutionner Mais ça va être toujours le piéton a priorité sur le vélo, qui a priorité sur les deux roues motorisées. Je n'imagine pas qu'il renverse la chose, mais normalement, je suis pas c'est sûr que ça hein. protège pour autant. Je pense que c'est surtout la pédagogie. Je pense que c'est ça. Mais c'est entre autres à quoi servent ces associations également, c'est de former des jeunes et des enfants au respect du code de la route, à leur apprendre à le respecter eux-mêmes, etc. Donc ce sont pas des subventions inutiles, je pense. Non, mais je le pense aussi. Mais on verra pour le Vélo Club Saint-Germain-des-Prés, on se rapprochera d'eux. Bien, qui ne prend pas part. Vous voulez intervenir, ma chère collègue ? Non, sur le code de la rue, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir une fois qu'effectivement ça aura été voté, mais c'est une ambition portée notamment par la maire de Paris, puisque on a conscience du fait que sur les sujets de voirie, de coexistence des différents types de mobilité, c'est vraiment un irritant, et il y a des difficultés. On est très fiers du déploiement justement des pistes cyclables dont vous avez parlé, Madame de Comprégnac, et du fait que les Parisiens s'en saisissent, et de plus en plus de Parisiens roulent à vélo au quotidien, et c'est tout à fait heureux. Mais effectivement, il y avait un enjeu
enjeux autour des trottinettes aussi. Et donc maintenant, on est dans la seconde phase. Et ce code de la rue va venir vraiment acter un engagement pris par la collectivité, mais qui va venir inciter aussi tous les citoyens, tous les Parisiens et Parisiennes à se responsabiliser évidemment sur le partage de l'espace public et notamment sur les conditions dont on doit chacun respecter la mobilité de l'autre. Évidemment toujours le piéton au cœur du dispositif, mais avec aussi une campagne de communication sur les risques, beaucoup plus de verbalisation aussi, des aménagements publics qui soient adaptés justement pour permettre que chacun puisse circuler plus sereinement. Et donc c'est un projet extrêmement ambitieux et important qui nous a été rapporté cette semaine notamment par mon collègue Nicolas Nordman et en lien avec David Béliard évidemment, adjoint à la maire en charge de ces sujets de mobilité. Et donc on aura l'occasion d'en reparler, mais ça va être vraiment un moment assez fort et important que le déploiement de ce code de la rue qui a été d'ailleurs travaillé aussi là encore comme on le fait beaucoup à la ville de Paris en concertation avec les usagers parisiens et parisiennes. Écoutez, il faut souhaiter que chacun s'en empare et qu'on voit moins de cyclistes circuler avec des oreillettes, avec des gigantesques écouteurs à toute vitesse. D'ailleurs, on les aide un peu dans le 6e arrondissement parce qu'il y a des contrôles réguliers, il y a même des passages obligés qui peuvent effectivement permettre à certains de comprendre que la sécurité, leur propre sécurité est en cause. Celle des piétons aussi, mais leur propre sécurité. Bien sûr, juste un mot, je n'ai pas encore vu ce code de la rue, on n'y a pas encore accès pour notre part, mais je pense que ça vient avec retard et je le regrette parce que je pense que s'il avait existé avant, qu'il y avait une vraie politique de la sécurité avant, on n'aurait pas été obligé de faire une votation sur les trottinettes et de les supprimer parce qu'il y avait moyen de contraindre à la fois les prestataires et les usagers. Et faire en sorte que tout ça soit dans l'ordre. Mais encore, fallait-il le faire. Mais c'est fait, et enfin, ça va l'être, en tout cas, j'attends de voir la chose. Permettre, on avait déjà commencé à contraindre puisqu'on avait réduit le nombre d'opérateurs, on avait limité la vitesse de circulation sur certains espaces et empêché le stationnement sauvage. Donc on avait déjà commencé à contraindre. Malheureusement, ça n'a pas suffi et on a voulu mettre en place cette concertation, ce vote. Et d'ailleurs, ça a été très réussi puisque 100 000 Parisiens se sont rendus aux urnes. Donc effectivement, proportionnellement à la population de Paris, ça semble pas énorme, mais pour une première, c'est une réussite. Et d'ailleurs, on reconduira cette modalité de sollicitation des Parisiens et Parisiennes sur d'autres sujets. Je vous remercie. En essayant peut-être d'introduire des nouvelles modalités de vote, parce que les jeunes, le vote électronique aurait été utilisable, peut-être que le vote aurait été légèrement différent. Mais après, il faut aussi prendre ses responsabilités. Et quand on est maire et qu'on constate qu'une situation s'est dégradée, on n'a pas besoin forcément de soumettre à un vote. Il faut avoir le courage politique de constater qu'effectivement l'usage des trottinettes à Paris avait été dévoyé et que les gens se mettaient souvent en défaut, en risque, et qui mettaient en risque d'autres usagers. Il n'y avait pas besoin de se faire appuyer. C'est une marque de faiblesse, si vous voulez. Alors on peut dire que c'est la concertation, mais sinon il y a beaucoup de choses qui pourraient être mises en débat. Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup d'autres aspects de la politique parisienne qui pourraient être mis à la concertation? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Enfin là, c'est d'ailleurs assez marrant parce que vous avez fait voter le départ des trottinettes par une population plutôt âgée qui, par définition, n'utilisait pas les trottinettes et qui ne pouvait qu'être contre. Donc le résultat était acquis d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu machiavélique, non? Pas du tout, je peux pas vous laisser dire ça. Déjà, c'est pas du tout un aveu de faiblesse, au contraire. Je sais qu'on n'a pas la même position, monsieur le maire, vis-à-vis de la démocratie participative. On va pas revenir sur ce débat. Je sais que c'est pas votre mantra. Voilà, c'est pas votre truc. Voilà, la maire de Paris, elle défend une position différente. Là, vous faites un jugement de valeur. Non, parce qu'on avait déjà eu ce débat, c'est pour ça que je me permets de dire ça, mais sans jugement. C'est une différence politique qu'on a. Voilà. La maire de Paris assume totalement d'avoir eu cette idée innovante de faire appel à un référendum. En plus, elle a tout sauf manqué de courage politique puisqu'elle a même donné son avis sur le vote. Donc, au contraire, c'était assez dangereux politiquement. Vous exprimez publiquement. C'est même une tentation d'influencer le vote, ce qui est d'ailleurs pas très. Alors, si vous voulez, quoi qu'on dise, on a tort par rapport à ce que vous dites. Donc, au contraire, elle a pas fait preuve de faiblesse. Elle a fait preuve d'un certain courage en disant, moi, ma position.
ce que je constate, ça ne fonctionne pas, je serai pour l'interdiction, mais je laisse les Parisiens voter. Après, c'est pas de notre responsabilité si les jeunes, malheureusement, se sont moins mobilisés. On sait très bien que les jeunes ont du mal à participer à ces démarches institutionnelles. Bien sûr, il faut qu'on améliore la communication, sans doute. Il y a des choses à améliorer. C'était une première fois. Mais globalement, je trouve que c'est très intéressant, ce référendum, le fait de faire participer les concitoyens aux prises de décision sur des sujets importants. On dit pas le contraire. Moi, je trouve que c'est au Collègue, contraire qu'est-ce qui empêchait la maire de Paris d'utiliser le vote électronique alors qu'elle l'utilise sur d'autres sujets? Non, mais qu'est-ce qui l'empêchait d'utiliser le vote électronique sur cette question? Et si vous permettez, Monsieur le maire, moi je ne suis pas d'accord. RGPD. Je ne suis pas d'accord pour que vous vous appropriez le monopole de la démocratie locale et de la démocratie participative. Je suis désolée, on est d'accord avec ça. Moi, je suis profondément profondément démocrate. Je suis modem, mais je pense que le maire l'est également. C'est un démocrate et je pense qu'il est d'accord avec ce genre de choses. Et donc, vous ne pouvez pas vous approprier ça. Le fait que Madame Hidalgo n'ait pas voulu prendre ses responsabilités sur ses trottinettes parce qu'elle allait déplaire à la jeunesse, c'est une chose. Mais le fait qu'elle fasse des votations, elle peut en faire une tous les mois, il n'y a aucun problème. Il faut bien de temps en temps qu'on s'exprime, parce que sinon, ça fait du bien. Il faut quand même que chacun... sinon, on va nous reprocher dans nos propres formations politiques d'être trop unanimistes. Bien, on en vient maintenant peut-être... Ah bah oui, il y a l'approbation, la DVD 83, je vous redonne la parole. On a voté, hein, on a voté, on n'a pas voté. Donc, qui est pour? Allez, c'est bon. Voilà. Merci. On débat, mais on est tous pour. C'est moi la suivante, hein, pardon. C'est vous la suivante, chers collègues. Oui. Toujours sur le vélo. Nous sommes toujours sur le vélo, sur les déploiements du réseau, l'offre de stationnement, etc., qui se développe beaucoup, et encore une fois, je m'en félicite. Là, il s'agit de solliciter, mais j'en avais déjà parlé au dernier conseil, sur le plan précédent, les subventions auprès de la région Île-de-France, pour permettre un cofinancement de tout ce qui est piste cyclable. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage, j'en ai déjà parlé au dernier conseil. Voilà. Et donc, rien de plus à dire. Voilà. Je vous propose de voter donc cette qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Mes chers collègues, nous en venons au vœu émis par Madame Kiss et qui a donné lieu, je crois, à un travail commun avec Séverine de Comprégnac. Et le vœu nous est présenté par Antoinette Kiss, Séverine de Comprégnac et Céline Hervieux. Vous voulez revenir peut-être, ma chère collègue, dessus ? Monsieur le maire, merci. Donc, le vœu, c'est sur les biodéchets qui représentent actuellement encore un tiers du contenu de la poubelle résiduelle des Français. Donc, un tiers des déchets qui ne sont pas triés par les ménages. Alors que ces déchets peuvent être valorisés spécifiquement et parce qu'ils sont une ressource importante en matière et en énergie. Alors nous avons un point d'actualité, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi anti-gaspillage, va généraliser le tri à la source des biodéchets d'ici le 1er janvier 2024 pour tous les producteurs de déchets en France, collectivités, administrations, ménages, professionnels, etc. C'est-à-dire que tous les particuliers devront pouvoir disposer d'une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets. Des solutions multiples, conjointes ou complémentaires, suivant la situation des communes, qui peut passer par la mise à disposition de composteurs individuels ou collectifs, de poubelles individuelles ou de conteneurs collectifs. Donc, les collectivités ont commencé à s'emparer de ce qui va devenir une obligation. Par exemple, la ville de Paris est engagée dans une démarche d'expérimentation de tri des biodéchets depuis déjà quelque temps. Nous avons donc tous les marchés maintenant, sur tous les marchés, vous pouvez apporter vos biodéchets et ainsi les faire cette collecte spécifique. Dans le 6e, nous avons le marché Raspail, aux horaires d'ouverture du marché qui le propose, et nous avons un tri qui est 24 heures sur 24, rue Félibien, près du marché Saint-Germain. Mais cela est bien évidemment insuffisant. Donc, il y a une obligation légale à partir de la rentrée prochaine. Et l'objet de ce vœu que je présente avec mes collègues
et d'anticiper la chose et d'associer les conseils de quartier et les habitants à cette démarche. Parce que ça va être une sorte de révolution culturelle. Les gens, même si les statistiques de collecte des biodéchets dans l'arrondissement sont en augmentation, ce n'est pas encore une pratique généralisée. Il va falloir que tout le monde s'en empare. Et donc l'idée, c'est d'associer les conseils de quartier de plusieurs manières. D'une part, les associer pour définir des lieux de collecte qui peuvent être pertinents dans les quartiers, et d'autre part, de les associer à un effort de pédagogie générale. Voilà, d'où l'objectif du vœu. Merci. Merci, ma chère collègue. Merci infiniment du travail que vous avez fait avec Séverine de Comprignac, auquel se sont ralliés un certain nombre d'élus. Je vais vous proposer que le Conseil l'adopte dans son intégralité, en vous disant d'ores et déjà que on a, justement, j'ai voulu anticiper, puisque les choses sont longues. C'est vrai que il y a eu des efforts de fait de la DPE, mais c'est vrai que l'implantation des conteneurs sur Raspail a duré, pas d'ailleurs totalement. On met les conteneurs lorsque la tenue du marché, mais ils sont pas là en permanence, ils vont arriver en permanence. Il y a ceux du marché Saint-Germain, qui donnent lieu à certaines critiques de la part de certains commerçants du marché Saint-Germain, dont je tairai le nom, mais qui ont une forte voix. Et surtout, alors plus sérieusement, on va justement, ce qui est très intéressant, c'est que la DPE propose d'utiliser les stations Trilib justement pour essayer de collecter davantage de déchets alimentaires. On a déjà un certain nombre de stations Trilib dans le 6e. Je vais demander qu'elles soient potentiellement augmentées. Elles sont pour l'essentiel. Nous avions fait d'ailleurs des propositions supplémentaires, mais on doit tenir compte des avis des bâtiments de France. On va essayer de reprendre la chose, et j'ai demandé à Monsieur Vincent, DGS Espace Public, qui est en lien avec la propreté, justement, de nous proposer effectivement des nouvelles implantations, de suivre ce qui est prévu déjà l'implantation existante, et de prendre également contact avec vous, ma chère collègue, pour voir notamment sur la collecte spécifique des biodéchets coquillés, ce qui peut être fait dans d'autres arrondissements, pour prendre justement un peu, à partir du moment où c'est fait dans d'autres arrondissements, on peut penser que c'est bien fait, pour prendre ensuite contact avec peut-être des grands restaurants, par exemple la Rotonde dont on parle beaucoup. Oui, on en parlera d'une autre façon peut-être, ou d'autres brasseries du quartier, peut-être même on pourra peut-être même franchir le boulevard si la Coupole, qui a aussi un banc d'huîtres assez important, n'y participe pas, mais peut-être que la mairie du 14e s'est assuré le concours de la Coupole. Bref, on peut sans doute progresser dans ce domaine, et c'est très bien. Et je vous propose de tenir un SICA, le prochain SICA, justement sur ce thème-là, à la rentrée prochaine. Donc, ça nous permettra de continuer à travailler, à progresser sur un domaine qui est assez consensuel par définition. Donc, je vous remercie du travail qui a été accompli, et je vous propose, mes chers collègues, de voter ce vœu, si vous en êtes d'accord. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, il est adopté à l'unanimité. Je vous propose maintenant de passer à la question, peut-être à la question orale, la réponse à la question orale qui sera donnée par Charles Flaubert à la question orale d'Antoinette Kiss, qui faisait elle-même suite à un vœu qui avait été adopté, je crois, par le Conseil du 6e arrondissement. Donc je vous propose peut-être de donner tout de suite la parole à Charles Flaubert, qui va vous donner... mais vous avez raison de poser cette question, c'est très bien que ça nous permet d'avoir une suite, et là vous verrez qu'effectivement on progresse, mais on progresse quelquefois pas assez vite, et les services quelquefois ont du mal à suivre le Conseil du 6e arrondissement. Merci, monsieur le maire, madame la conseillère. Donc, pour répondre à votre question, nous l'avons évoqué lors du Conseil du 29 novembre 2022, à l'occasion duquel vous aviez déposé un vœu. Nous partageons évidemment cette volonté de transparence qui est une recherche et une quête quotidienne. Je vous indiquerai donc à nouveau que la police municipale est toujours
en cours de déploiement et de montée en puissance à Paris, notamment dans le 6e arrondissement. Tout d'abord, je vous rappelle que les effectifs de notre division vont prendre leur quartier dans la mairie du 6e arrondissement. On ne peut que s'en réjouir. Donc, on parle de à la fin du mois ou au mois de juillet, au sein de la mairie du 6e, dans des locaux de près de 200 mètres carrés, après plusieurs semaines de travaux. Par ailleurs, notre chef de division, chef de la police municipale du 6e, est en formation depuis plusieurs mois, et cela jusqu'en octobre prochain, comme nombre d'ailleurs des agents et collègues de la direction de la police municipale, ce qui affecte le fonctionnement et la productivité du service sur toutes les tâches, y compris les tâches administratives. Enfin, le personnel administratif n'est pas jusqu'à cet été uniquement affecté au 6e, puisqu'il est affecté également à la direction, à la division du 14e, et cela jusqu'à cet été. Voilà, mutualiser, ce qui consiste, ce qui correspond à l'ancienne division de la DPSP de la police municipale. Donc, le chef de division s'appuie évidemment sur des adjoints qui sont tout à fait dévoués et solidaires, mais l'opération doit tout de même être donnée à des opérations de terrain. C'est la raison pour laquelle Monsieur Étienne Jean-Alphonse nous a communiqué les données statistiques du premier trimestre 2023, janvier, février, mars, celle-ci étant déjà diffusée sur le site de la mairie dès que cela nous a été transmis. La prochaine communication aura lieu début juillet sur le second trimestre et elle mettra en lumière l'action de la police municipale, notamment en direction des terrasses estivales qui sont installées depuis le mois d'avril et plus particulièrement contre les établissements qui sont en infraction du règlement des terrasses, notamment après 22 heures, qui occasionnent des débordements sur l'espace public et qui troublent la tranquillité du voisinage. Croyez bien que l'effort de la DPMP est constant en la matière, tout comme les opérations de contrôle et de sécurité routière, dont on a parlé tout à l'heure, contre les infractions commises, en particulier celles des cyclistes et trottinettes, notamment sur la rue de Vaugirard, à côté de l'école Littré. On avait fait une opération particulière, notamment il y a quelques semaines, avec l'adjoint Norman, qui, du fait de la coronapiste, rue Littré, rue de Vaugirard, provoque une insécurité permanente pour les parents et les élèves. Pour conforter ce choix de publication trimestrielle, je vous indique que la maire de Paris en a elle-même décidé ainsi au travers de l'Observatoire de la tranquillité publique qu'elle a mis en place en avril dernier. Il diffusera un baromètre afin de donner un panorama général de l'action de la police municipale. À terme, ces données seront mises en ligne d'ailleurs sur la plateforme numérique Open Data de la ville de Paris qui permettra une gestion connectée et une meilleure information du citoyen usager. L'Observatoire de la mairie de Paris publiera également chaque trimestre, à compter du mois de juin 2023, un bulletin complet pour revenir arrondissement par arrondissement sur l'activité détaillée de la police municipale. Nous relayerons donc les données de la division 6e sur notre site internet lorsqu'il nous sera communiqué, comme je vous l'ai annoncé précédemment. Vous l'aurez compris, la direction de la police municipale et la division 6e ont besoin de temps et de stabilité pour gagner encore en efficacité. La transparence sur leur action aura, je n'en doute pas, un impact positif sur le service public rendu pour nos concitoyens, selon les objectifs de la hiérarchie administrative et opérationnelle de la division 6e, dictée par la mairie centrale, par le commissaire Michel Felquet, qui est directeur de la DPMP 2 Paris, et selon les priorités d'action partagées avec les maires d'arrondissement, notamment celles inscrites dans le contrat de prévention et de sécurité du 6e arrondissement et de la mairie de Paris. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Je donne la parole à notre collègue Antoinette Kiss. Oui, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Donc, je voulais juste dire que effectivement, les chiffres sont bien sur le site de la mairie du 6e et qui sont à l'onglet contrat de prévention et de sécurité, au bout de la page contrat de prévention et de sécurité de l'arrondissement. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, mes chers collègues, nous en avons terminé sur notre conseil. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je ne vois pas de doigts se lever. Je vous souhaite une bonne soirée. Et pour mémoire, nous nous réunirons le 19 septembre
en conseil d'arrondissement, normalement. C'est le 19, c'est mardi 19 septembre. Et donc, on a déjà un SICA en octobre-novembre sur tout ce qui est tri, collecte solidaire, collecte déchets ménagers. Très bonne soirée à tous et à toutes.